C'est un bâtiment de béton et de rouille. Une épave qui, depuis 25 ans, menace toute l'Europe. Aujourd'hui encore, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl est en danger. À l'intérieur, 200 tonnes d'uranium fondu, un magma extrêmement radioactif dont personne ne sait quoi faire. Et pourtant, depuis quelques mois, il y a de nouveaux visiteurs sur le site. Maintenant, nous sommes très proches du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Donc nous allons nous arrêter devant pour faire des photos. Depuis le 1er janvier 2011, les autorités ukrainiennes ont officiellement ouvert la zone de Tchernobyl au tourisme. Désormais, le réacteur est photographié comme la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté. Nous pensons que c'est un héritage important pour l'humanité. C'est important pour l'humanité. C'est quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Enfin, oublié. Pardonner non plus. Sur le site, ce jour-là, un groupe de Français. Ils sont membres d'une association humanitaire qui vient en aide aux enfants irradiés de Tchernobyl. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Vous avez l'impression de vivre un moment un peu unique ou... Oui, bien sûr. Oui, parce que je pense que ça peut arriver chez nous. Hein. Et on peut penser c'est des choses à tous ces gens qui y sont restés quand même. C'est impressionnant. C'est pas spécialement un plaisir de venir ici, honnêtement. Le voir sur des photos, c'est bien, mais le vivre, c'est partager quelque chose, c'est justement partager le fait que participer à leur douleur. Et voilà, eux, ils sont restés je sais pas combien de temps. Nous, on va venir, on reste un quart d'heure et on s'en va. Beaucoup de gens devraient venir ici? Ça dépend dans quel but. C'est pas une visite. Puis dans quel esprit tu viens? Si c'est dans un but de voyeurisme, il ne faut pas venir. Qui sont ces touristes des temps modernes venus visiter les vestiges d'une catastrophe nucléaire? Quels risques prennent-ils à passer plusieurs heures sur ces terres irradiées? Et que reste-t-il à voir 25 ans après sur le site du plus grave accident technologique de l'histoire de l'humanité? Voyage guidé dans la zone interdite de Tchernobyl. Retour en France sous la grisaille du mois d'avril. Vent qui souffle, bateau au mouillage, ce jour-là, la Seine-sur-Mer affiche une triste mine. Il est temps de plier bagages. Le réacteur de Tchernobyl a explosé en 1986. À cette date, Maxime n'était pas né. Pourtant, demain, avec 4 amis, il part en Ukraine pour un voyage qu'il sait un peu particulier. Je vais pas le montrer à mes camarades de voyage parce qu'ils vont se foutre un peu de ma gueule. Bon, déjà, je prends des anxiolytiques, mais ça, c'est pour l'avion. Mais je vais prendre quand même un petit masque, je sais pas. Moi, je me dis toujours, il vaut mieux que je sois plus intelligent que les autres, je suis plus protégé. C'est mieux à la limite. La valise Tchernobyl, elle est différente des autres voyages, en ce sens où vous avez des vêtements que vous allez balancer, parce qu'il y aura des particules hautement radioactives dessus. Voilà, donc voilà. À Tchernobyl, la radioactivité est en moyenne 35 fois supérieure à la normale. Rien de dangereux pour la santé, promettent les autorités. J'ai 24 ans. Mais Maxime, à la veille du départ, préfère quand même consulter un médecin généraliste. Alors donc je viens vous voir parce que je vais faire un voyage en Ukraine. Comme j'ai un collègue qui, sur internet, il a dit qu'il allait voir son médecin pour lui faire prescrire de l'iode et lui demander son avis. Alors je fais pareil. Bon, oui, effectivement. Effectivement, on prescrit de l'iode en cas d'irradiation. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt en préventif si tu vas dans une zone qui a été irradiée? Très honnêtement, je ne sais pas. Un peu dépassé, le médecin va appeler une pharmacienne. Elle lui répond quelques minutes plus tard. Bonjour docteur Herman, vous m'avez appelé pour commander des comprimés d'iodure de potassium. Donc on ne peut pas en avoir puisque c'est l'État qui bloque ou alors c'est peut-être au niveau de l'armée. Enfin mais nous en tout cas on ne peut pas s'en procurer. Voilà. Je vous remercie, au revoir. En France, les comprimés d'iode sont distribués sur ordre des préfets. Mais le médecin ne s'avoue pas vaincu, il propose un drôle de médicament. Alors, le sel, tu peux acheter du sel enrichi en iode. Ah bon? Tu bouffes comme ça, c'est pas... Bon, pourquoi pas.
Donc, je sais pas, peut-être des bêtises. Du sel de table contre les radiations, nous avons vérifié, totalement inefficace. J'ai la composition. Mais Maxime devra s'en contenter. Ça vous paraît pouvoir être une solution? J'hésiterai pas à manger salé le jour où je voyage. Un petit peu de sel, non mais... Ah, carrément dans la bouche, comme ça Oui. Et son voyage lui réserve bien d'autres surprises. 4 heures d'avion plus tard, à 2000 km de la France, Kiev, la capitale de l'Ukraine. Première étape du voyage. Maxime vient d'arriver avec 4 compagnons, moyenne d'âge 26 ans. Ils sont agents du Trésor public, enseignants, conducteurs de train, statisticiens et pizzaiolos. Ils se connaissent depuis le collège, mais c'est leur premier voyage ensemble, loin de chez eux. Et à la veille de la visite, Aurélien, Valentin, Emeric, Colas et Maxime ont chacun une raison différente d'être là. L'idée d'aller dans un ex-pays socialiste et voir justement le côté ravagé et tout aussi. C'est les deux choses qui me plaisent vraiment. Et c'est surtout ça ma motivation. Moi. Colas, le prof, est surtout venu pour s'informer sur les dangers du nucléaire. Après Fukushima, c'est vrai qu'on se dit que ça peut arriver un peu n'importe où. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé à Tricastin, c'était beaucoup moins grave. Évidemment, il y avait juste eu quelques petits rejets, si je me souviens bien, mais c'est vrai qu'un accident nucléaire, voir les conséquences, ça me paraît quelque chose d'important, surtout en France où il y a, je sais plus, une grosse partie de notre énergie qui est nucléaire. Valentin, lui, se considère presque comme un pionnier. Moi, ce que je pense, c'est que comme pour Auschwitz, les premiers qui sont allés visiter les camps lorsque ça a été permis d'y aller, c'était des pionniers. Je pense que ça n'a pas été très bien perçu par l'opinion publique. Comme nous, aujourd'hui, nous allons à Tchernobyl, c'est pas bien perçu. L'histoire, le communisme et les débats sur le nucléaire tiendront nos 5 amis éveillés une partie de la soirée. Le lendemain, une 50aine de touristes est au rendez-vous. Je m'attendais un peu en fait à ce qu'il y ait du monde, parce que maintenant c'est officiel, on peut y aller à Tchernobyl, donc je pense que c'est le début. Et ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de monde et j'avais vu sur le site qu'il y avait pas mal de nationalités qui se rendaient à Tchernobyl ce jour-là. Tarif de la visite, 115 € par personne. Depuis que la zone de Tchernobyl a été ouverte aux touristes, ils sont 1600 à avoir acheté leur billet. Nous venons du Danemark et nous étions fascinés par Tchernobyl. Nous avons lu sur le journal que nous pouvions désormais venir et c'est pour ça que nous sommes là. Je suis de Tomsk, en Russie. Je viens de Sibérie. Je ressentais le besoin de venir ici. Tout le monde se demande pourquoi je viens là. Mais vous savez, pour moi, c'est très intéressant. C'est une sorte de machine à remonter dans le temps. Pour aller dans le passé, 25 ans en arrière en fait. Avant de partir, Colas dégaine un petit objet, son compteur Geiger. Alors là, il nous donne une valeur qui est c'est la quantité de radiation dans un temps donné. Le compteur indique pour le moment 0,12 microsieverts par heure, la même mesure qu'en France, mais ici, le chiffre va continuer de grimper. 0,24, 0,2 microsieverts. Oui, c'est un peu plus élevé qu'en France, mais bon, ça reste assez. Là, ça reste inoffensif. 0,24, c'est effectivement encore peu. C'est à partir de 1000 microsieverts par an que, pour l'homme, le risque de développer un cancer augmente. Départ pour Tchernobyl, il y a 120 km à parcourir. Pendant le trajet, les touristes ont droit à une petite vidéo. Elle montre des sites que les visiteurs ne pourront pas voir. La radioactivité y est beaucoup trop élevée. Ces zones-là restent interdites. Au fond du bus, les jeunes Français guettent le moment où le compteur Geiger va s'emballer. Là, pour toujours rien.
Bon, par contre, je pense que quand on va s'approcher avec la centrale à 100 mètres, il va faire la gueule. Franchement, si on n'est même pas à 1 millisievert par heure, moi je serais déçu. 11h30, premier arrêt. Le barrage de Ditiaki, c'est l'entrée de la zone des 30 km qui ceinture la centrale depuis l'accident. Avant l'ouverture au tourisme, c'est ici que la route s'arrêtait. La barrière de sécurité est encore gardée militairement. Les trèfles rouges donnent l'alerte. Et le contrôle des passeports est minutieux. France 543. C'est bon. Le numéro 37 C'est bon, je vérifie avec mes numéros et je reviens. Aujourd'hui, l'accès est libre. Personne n'est refusé à condition d'avoir plus de 18 ans et de s'être enregistré plusieurs jours à l'avance et d'avoir payé son billet. Ça, c'est le genre de photo devant les panneaux, je le mets sur mon Facebook. C'est vraiment typique, quoi. Il n'y a personne d'autre qui fait ça, donc ouais, vraiment. Tout le monde se prend en photo devant l'espèce d'église en Inde et tout. Moi, j'aurais la photo devant le truc nucléaire. À quelques mètres du barrage, une vierge un peu délaissée rend hommage aux soldats qui sont morts en travaillant sur le site irradié. Un monument qui attire l'attention de Tatsuo. Quelques mois après Fukushima, ce Japonais vient ici en quête d'informations. Le gouvernement essaye de cacher beaucoup de choses à propos du danger des radiations nucléaires. Et il y a quelques mois, le gouvernement japonais a même annoncé que Tchernobyl n'avait pas tué tant de gens que cela. Ils ont dit que c'était triste, que des gens soient morts lors de l'accident, mais qu'il n'y avait pas vraiment eu de problème majeur par la suite. Donc j'ai décidé de venir ici et d'essayer de voir et de ressentir ce qu'il se passe ici. Je veux être un témoin de cette situation. Les formalités terminées, le bus peut entrer dans la zone. Tout autour de nous, un monde irradié. Les 250 000 personnes qui vivaient ici ont été déplacées. Abandonnant leur vie, leur maison à tout jamais, il ne reste que des ruines. Là, on passe par une ancienne ville. Ça, c'était la rue. Là, tu vois, dans la forêt, on voit encore les maisons. Mais un peu plus loin, le bus s'approche d'une bourgade. Tchernobyl. À moins de 18 km de la centrale nucléaire, voici Tchernobyl City. Une vraie ville avec de vrais habitants. Bah, il y a des gens qui vivent, apparemment. Parce qu'il y a des plantes vertes et puis du linge qui sèche. Ouvriers, scientifiques, personnel administratif, tous travaillent sur le chantier de la centrale. Ils sont environ 3000. Ils ne séjournent dans la zone interdite que 2 semaines par mois. Le reste du temps, ils ont pour obligation de quitter cet endroit pour limiter leur exposition à la radioactivité. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bâtiments abandonnés, mais il y en a qui ont l'air d'être habités aussi, donc ça doit être assez particulier comme endroit. Je trouve pas ça très accueillant. Nous nous arrêtons devant les bureaux de Chernobyl Interinform. C'est l'agence d'État qui possède le monopole de l'organisation des visites touristiques. Il faut qu'on demande si on peut laisser les trucs dans le car. Notre guide est donc un fonctionnaire. Bonjour, je m'appelle Yuri, je serai votre guide dans la zone interdite. Mais avant tout, je vous invite à venir dans nos bureaux. Allez, allons-y. Les 5 Français posent le pied sur le sol de Tchernobyl et sont directement conduits dans un local de l'agence. Nous découvrons qu'avant d'explorer la zone, les touristes vont devoir signer un document. On n'a pas le droit de fumer ou de manger en plein air. Ne pas fumer, ne pas manger, ne pas toucher la végétation, ne rien ramasser,
porter un pantalon et des chaussures fermées, pas vraiment rassurant. Le danger ici, c'est la poussière. Les radionucléides peuvent s'y cacher. S'il y a de la poussière sur tes doigts et que tu touches ta bouche, tu pourrais en inhaler. Et ça, c'est mauvais. Bon, peut-être pour gagner du temps, quelqu'un pourrait-il lire à voix haute toutes ces règles? Pour que ce soit plus facile, que tout le monde puisse signer. Mais on est d'accord, c'est mieux de signer et de pas lire. Hein. Kola n'aura pas le temps de lire le document jusqu'au bout, pourtant les dernières lignes sont les plus importantes. L'administration et l'agence Tchernobyl Inter-Inform ne pourront pas être tenus responsables d'éventuels problèmes de santé consécutifs à la visite de la zone interdite. En fait, ce document signé à la va-vite n'est rien de moins qu'une décharge. Non, je préférais ne pas signer ce document. Précaution juridique prise par les autorités ukrainiennes. Que faut-il en penser? Visiter Tchernobyl serait-il finalement dangereux? À Kiev, nous sommes allés au ministère du Tourisme pour poser la question. Nous sommes reçus par le vice-secrétaire d'État Dmitry Zarouba. Sa réponse est étonnante. Si on suit le parcours défini, la visite n'est pas dangereuse. Il y a des règles. Par exemple, passer sous un portique de contrôle de la radiation à la sortie de la zone. Mais vous savez, dans le réacteur de Tchernobyl, il y a toujours du combustible radioactif qui peut s'avérer être une source de risque. Nous lui montrons les images des touristes qui n'ont pas le temps de lire le document. Vous avez le signal aussi. Le responsable reconnaît les failles de l'organisation. Vous me donnez une information intéressante que je transmettrai aux dirigeants. Il faut que les touristes soient correctement informés des conditions de visite de la zone avant de rentrer. Les visites, c'est quelque chose de nouveau. Nous en sommes à nos balbutiements. Retour sur le site de Tchernobyl où la visite a commencé. Sur votre droite, un monument en hommage aux pompiers. Il y a déjà du monde, donc on reviendra plus tard. En fait, le bus ne reviendra pas. Pas un mot donc sur les 28 pompiers morts au premier jour de la catastrophe. Pas un mot non plus sur les 100 000 liquidateurs qui ont perdu la vie en intervenant sur le nettoyage du site. L'agence qui organise la visite évoque très peu le bilan humain de l'accident. L'idée, c'est plutôt de faire crépiter les dosimètres. Alors maintenant, nous pénétrons dans la zone des 10 km autour du réacteur. Les endroits dangereux où il y a le plus de radiation sont tous concentrés dans cette zone. Ici, la vie a complètement disparu. Les villages irradiés ont tous été enterrés. Il y avait autrefois un hameau de 1000 habitants, Kopachi. Il n'en reste quasiment rien. Allons-y, si vous avez peur, vous pouvez rester dans le bus. Le guide conduit les visiteurs à l'intérieur d'une petite forêt. Au bout du chemin, le squelette d'une crèche encore contaminée. Là, ça commence à se faire, ouais. 3 micros. Rien, t'as pas un masque pour moi. Maxime a oublié son masque de protection à l'hôtel. Il reste tétanisé sur le bord du chemin. Je préfère avoir le masque parce qu'il y a plein de feuilles. J'ai les poumons fragiles déjà que je fume. Mais à ce stade de la visite, un bout de tissu aurait-il fait la différence? On va être à 3 ou 4. Laisse où c'est? Ouais. Ou 262. Ouais, on était à plus tout à l'heure. Ça. Kola, lui, compteur Gégère en main, oscille entre l'inquiétude et l'obsession de voir monter le niveau des radiations. Dans ce coin où c'est un peu moisi, tu dois peut-être avoir... Bon, ne risque pas, c'est pas la peine. Hein. Tu risques pas, mais bon, voilà. Le guide, lui, déniche facilement les bons endroits. Le compteur ici affiche près de 6 microsieverts. Ici, c'est l'endroit où s'est écoulée l'eau qui a lavé toute la poussière du toit. À peu près 50% des touristes visitent cet endroit pour se faire peur, pour ressentir une montée d'adrénaline. C'est pour ça que ça leur plaît. Ils n'aiment pas tous, mais bon, ceci dit, c'est pas dangereux pour les gens. Ceux qui veulent restent dans le bus. Nous montrons les meilleurs endroits. Enfin, je veux dire, les endroits les plus contaminés. Parmi les 5 amis, il y en a un que les radiations effraient. Tu sortiras pas du... C'est Emmerich qui n'a pas bougé de son fauteuil.
Autant je comprends que mes camarades soient vraiment très intéressés, et je le comprends très bien, mais qu'ils aillent sans un minimum de protection. Parce que là, quelque part, le fait d'être dans le bus, malgré tout, même s'il y a quand même des courants d'air, malgré tout, on est quand même un peu plus entouré, donc un peu plus théoriquement protégé. Mais de toute façon, ça répond à mes attentes en matière de découverte de Tchernobyl et du site, donc à ce moment-là, moi, ça me suffit. Pour les touristes en mal de sensations fortes, le bus fait un détour par ce qu'on appelle la forêt rousse. Mais là, pas question de s'arrêter. Je pense que c'est la zone de forêt la plus contaminée. Le dosimètre s'affole. Nous sommes au milieu de la forêt rousse. Le niveau est de 15 microsieverts par heure. Et ce n'est pas dangereux d'amener des touristes ici? La dose pour les gens qui travaillent sur le réacteur nucléaire peut monter jusqu'à 100 microsieverts par jour. Nous ne restons qu'une minute. Et pendant une minute, on ne reçoit qu'un tout petit peu. Les autorités ukrainiennes affirment qu'en 6 heures de visite, les touristes recevraient 15 microsieverts maximum, l'équivalent d'une radio dentaire. Bientôt, une masse inquiétante barre l'horizon. Nous nous rapprochons du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, celui qui a explosé en 1986. Ne vous éloignez pas du monument, restez près de la statue. S'il vous plaît, ne vous approchez pas de la barrière. Ne prenez des photos que du réacteur numéro 4. Un son métallique résonne autour de nous. Le son des travaux en cours sur le réacteur. Le sarcophage construit à la hâte après l'accident est aujourd'hui fissuré. Il faudra 4 ans pour qu'un nouveau sarcophage hermétique soit achevé. Combien de personnes sont-elles mortes depuis l'explosion du 26 avril 1986? Selon les chiffres officiels, environ 10 000. Selon les ONG, 5 à 10 fois plus. Ça fait quelque chose, ouais, c'est assez spécial ouais, de voir là où peut mener la folie technologique de l'homme. C'est impressionnant, ouais, vraiment. Mon père répond pas, j'aurais aimé lui dire je suis à 300 mètres du réacteur. Kola, lui, est toujours focalisé sur son compteur. Mais ici, l'appareil arrive à saturation. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ça a été conçu pour mesurer des doses. Ça montre qu'avec le nucléaire, on ne peut pas tout prévoir, parce que ceux qui ont prévu cet appareil, ils n'ont pas prévu qu'on irait mesurer ce genre de choses. Au pied du monstre d'acier, la radiation est 100 fois supérieure à la dose naturelle en France. Notre guide, Yuri Tatarchuk, accomplit la visite une dizaine de fois par mois. A priori, la radioactivité ne semble pas l'inquiéter. Pour moi, c'est juste mon lieu de travail. Et vous savez, c'est un lieu de travail normal pour beaucoup de gens qui travaillent sur la centrale. Et ça vous plaît de travailler ici? Est-ce que ça me plaît? C'est mon boulot. Mais j'aime mon boulot. Yuri ne nous en dira pas plus, mais les guides qui travaillent ici savent bien qu'ils mettent leur santé en danger. À l'extérieur de la zone, à 80 km de Kiev, nous avons rencontré un autre guide. Il s'appelle Maxime, il a 33 ans et comme tous les guides, pour préserver sa santé, il ne travaille que 15 jours par mois dans la zone irradiée. Ça, c'est un métier qui est très risqué. Si vous ne suivez pas des règles, si vous ne les respectez pas, ça peut provoquer les particules radioactives. Contact avec ces particules peut provoquer les maladies comme léukémie, cancer et beaucoup d'autres choses. On est obligé de passer une fois par an l'examination médicale à l'hôpital de Tchernobyl. La dernière fois, moi j'ai eu de la chance, j'étais très clair, très pur, pas du tout de radionuclide dans mon organisme. Pas du tout. Vous avez eu de la chance. Voilà ça. C'est ça. Vous n'auriez pas toujours cette chance, vous pensez? Tout est possible, tout peut arriver dans la vie, je ne sais pas.
Maxime a accepté ce travail parce qu'en 15 jours seulement, il touche 300 €, c'est 3 fois plus que le salaire mensuel d'un professeur d'université. C'est pour ça que Larissa, sa mère, a d'abord soutenu son choix. Il y a plein de chômage en Ukraine. Et quand il a commencé ce travail, son épouse était étudiante dans une école payante. C'est lui qui payait les cours. Et en plus, ils avaient déjà un petit bébé. Il était obligé de travailler là-bas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il arrête. J'aimerais beaucoup qu'il arrête. Parce qu'au fond de moi, je suis très inquiète. Mais d'après ce qu'il nous a confié, Maxime n'a pas du tout l'intention d'arrêter pour le moment. Dernière partie de la visite, nous voici à Pripyat, à 3 km seulement de la centrale. Avant 1986, beaucoup de scientifiques vivaient dans cette ville soviétique modèle et le niveau de vie était supérieur à la moyenne du pays. La catastrophe nucléaire a figé la cité dans le temps. Les 48 000 habitants ont dû faire leurs valises en 2 heures pour ne jamais revenir. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une ville fantôme. La végétation s'est attaquée à l'ossature des bâtiments. Les vandales ont fait le reste. Dans cette école, scène d'apocalypse. Il y a toute une collection de masques à gaz. C'était vraisemblablement distribué aux enfants après l'accident. Il y en a beaucoup. Au lendemain de l'accident, sans doute. Ouais, là, on prend conscience de l'ampleur du désastre qui s'est passé ici en voyant ce genre de choses. Ouais. Puis une école, on a l'habitude de voir ça propre, nickel, alors là, ravagé. Ça fait bizarre, Et on se sent un peu mal à l'aise. Les jeunes hommes sont effectivement mal à l'aise, l'ambiance est pesante. Là, tu te sens un peu voyeur. Ça m'intéresse, enfin, je suis très heureux d'avoir vu ça, mais c'est non, et je pense pas que j'y reviendrai non plus. Donc je pense après avoir vu ça, il sera peut-être temps de rentrer, quoi. Ironie du sort, ces masques n'ont en fait rien à voir avec l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Nous l'apprendrons plus tard, ils ont été déballés et abandonnés là par des pillards qui ne s'intéressaient qu'au métal qu'ils contenaient. En 1986, les autorités soviétiques n'ont pas prévenu immédiatement les habitants des dangers de l'explosion. Alors pendant plus d'une journée, les enfants sont venus étudier comme un jour normal avant d'être évacués avec les autres habitants. La visite s'achève en traversant la carcasse d'un parc d'attractions rouillé. Le silence a définitivement remplacé le rire des enfants. Que sont devenues les 48 000 personnes qui vivaient là? Combien ont été irradiées? Combien sont mortes? Des questions sur lesquelles notre guide ne veut pas s'attarder. Vous n'avez pas l'occasion de parler un peu des victimes? Dites-moi ce que vous voulez savoir et je vous répondrai. Je pense que tout le monde a eu assez d'informations là-dessus. Et puis l'objectif principal d'une visite de ce genre, c'est avant tout que chacun se fasse sa propre expérience pour comprendre ce qu'il s'est passé. À la sortie de la zone, passage obligatoire par le détecteur de radiation. Ces machines d'un autre âge sont censées nous dire si le visiteur est contaminé. Voyant vert, tout va bien, mais il arrive que le voyant soit rouge. Ça sonne pour une personne sur 100. Ça sonne souvent vers les chaussures ou sur les semelles. Alors nous, on fait laver dans l'eau les mains et les chaussures et ce n'est plus dangereux. Le plus dangereux, c'est si tu inhales. Ça provoque le cancer. Et vous contrôlez ce que les touristes ont inhalé? Non. Non, cette machine, ça suffit. Maxime quitte la visite plutôt rassuré et satisfait. C'était vachement bien. Franchement, c'est une des meilleures visites que j'ai jamais faites. C'est vrai? Super. Surtout la ville après. J'ai même enlevé le masque et tout parce que je me suis laissé porter par le mouvement. C'est super. Mais Emmerich, lui, reste inquiet. Arrivé à Kiev, il se débarrasse de ses chaussures dans une poubelle. Pour le vice-secrétaire d'État au tourisme,
c'est une précaution bien inutile. S'il est passé sous le portique de contrôle, il n'y a pas de danger. S'il a envie de jeter ses chaussures, c'est son problème. Oui, mais les experts français, eux, conseillent de laver les chaussures qui ont marché dans la zone interdite de façon systématique. Nos scientifiques, en collaboration avec des scientifiques européens, font de constantes recherches dans la zone. S'il y avait un danger avec les chaussures, nous le saurions. De danger donc selon les autorités. Pourtant, un mois seulement après le voyage de nos 5 Français, l'agence Tchernobyl Interinform a suspendu toutes les entrées dans la zone interdite. Le parquet général ukrainien contesterait les conditions de la visite du site. Jusqu'à nouvel ordre, il n'est donc plus possible de passer ses vacances à Tchernobyl.